Saviez-vous qu'en Norvège, il est tout à fait normal que les hommes et les femmes prennent un sauna ensemble dans le plus simple appareil? Dans une volonté d'abolir les discriminations de genre, les femmes y sont également conscrites, partagent les mêmes quartiers que les hommes et s'entraînent, voire se douchent à leur côté. J'ai souvent ri en entendant des hommes français s'exclamer qu'ils feraient leurs valises sur le champ en apprenant cela. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une de ces femmes, une ancienne membre des forces spéciales norvégiennes. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue absence et s'apprêtait à prendre une douche bien méritée, elle se retrouva le lendemain matin, nez à nez avec un homme français qu'elle n'avait jamais vu lui aussi sous la douche, entièrement nu. Sans se démonter, elle se joignit à lui, se moquant intérieurement de sa réaction embarrassée. Pourtant, ce fut le comportement ultérieur de ce même homme qui la laissa profondément choquée et perplexe. Que s'est-il passé? Découvrons-le ensemble. Mes pas étaient légers tandis que je marchais sur le sentier traversant la forêt verdoyante qui entourait la banlieue d'Oslo. J'étais sur le chemin du retour après avoir achevé mes 3 années de service dans les forces spéciales. Le chant des oiseaux et le vent frais caressant mon visage étaient des sensations que je n'avais pas connues depuis longtemps et mon cœur s'emplit d'une douce émotion. Mon sac à dos ne contenait plus que les vestiges de ma vie militaire. À 26 ans, je retournais à la case départ. Et par case départ, j'entends que je devais à nouveau réfléchir à mon avenir. Je m'appelle Freya. Je suis née et j'ai grandi près d'Oslo en Norvège. Depuis mon plus jeune âge, la course à pied était toute ma vie. J'ai commencé à me distinguer dès l'école primaire, remportant de nombreuses compétitions nationales d'athlétisme. Au milieu de mon adolescence, j'ai été sélectionnée comme candidate pour l'équipe nationale et j'ai suivi un entraînement professionnel. Tout semblait se dérouler à merveille. Mais la réalité fut tout autre. Une fois sur la scène internationale, mes performances ont stagné. Je m'entraînais de l'aube au crépuscule, suivais un régime strict et sacrifiais mon sommeil, mais les résultats restaient les mêmes. L'étiquette de grand espoir devenait de plus en plus lourde à porter. L'anxiété me rongeait et des entorses à la cheville à répétition m'ont finalement contrainte à mettre un terme à ma carrière de sportive au début de ma vingtaine. Pour moi qui avais tout misé sur la course, cette déception fut indescriptible. J'ai erré sans but pendant un certain temps. C'est alors que j'ai reçu ma convocation pour le service militaire en Norvège, les femmes sont soumises à la conscription depuis longtemps. Une phrase de mon père a changé le cours de ma vie. Freya, quitte à y aller, pourquoi ne tenterais-tu pas les forces spéciales? Ayant confiance en ma condition physique, la proposition me parut intéressante. Plus que ça, j'y ai peu, être vue une chance de devenir plus forte. J'ai donc postulé pour les forces spéciales norvégiennes et après une sélection rigoureuse, j'ai été acceptée, ce qui était rare pour une femme. Pendant ces 3 années, j'ai subi un entraînement qui repoussait mes limites physiques et forgeait mon mental. J'ai appris à survivre dans le froid glacial, à prendre des décisions cruciales en situation extrême et à accomplir des missions en équipe. Une force d'un genre nouveau, différente de celle de mes années d'athlète, s'est enracinée en moi. Et aujourd'hui, enfin, j'avais terminé mon service et je rentrais à la maison. En entrant dans le jardin, je fus accueillie par la vision de la maison identique à celle que j'avais quittée 3 ans plus tôt. Mon père était en déplacement professionnel, mais l'odeur familière du foyer me manquait terriblement. J'ai ouvert la porte avec ma clé et un sourire m'échappa en constatant que rien, absolument rien n'avait changé. J'ai posé mes affaires et décidé de prendre une douche sans attendre. Ma dernière journée à l'armée avait été si intense que je n'avais pas eu le temps de me laver correctement. Je suis montée à l'étage et j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Le spectacle qui s'offrit à moi était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Un homme inconnu était en train de se doucher. Lorsque nos regards se sont croisés, il a sursauté l'air, complètement paniqué, ne sachant que faire de ses mains, tentant maladroitement de cacher son corps. De mon côté, je n'étais pas particulièrement surprise. Certes, la présence d'un inconnu chez moi a provoqué une brève montée d'adrénaline, mais sa réaction désemparée a vite dissipé toute méfiance. En Norvège, la culture des saunas mixtes et nus est répandue et même les vestiaires des piscines publiques sont souvent très ouverts. Cependant, la réaction de cet homme était excessive. Son visage devenu écarlate et son embarras total était presque comique. J'ai tout de suite remarqué qu'il était étranger, probablement français. Il n'avait certainement rien d'un Norvégien. Je me suis avancée tranquillement vers la douche et j'ai dit c'est pas très poli de me dévisager comme ça. Mes mots l'ont fait sursauter de plus belle et il a détourné le regard. J'ai commencé à me doucher comme si de rien n'était. Il m'a observé un instant abasourdi, puis croisant à nouveau mon regard, il a terminé sa douche en toute hâte et a filé.
J'ai rapidement retrouvé mon calme. À l'armée, il m'arrivait souvent de me doucher avec mes camarades masculins après les entraînements. Après ma douche, je suis descendue au salon et j'ai trouvé mon père qui venait de rentrer. Il a été surpris puis ravi de me voir et m'a serré dans ses bras. Il était heureux de constater que j'allais bien après ces années de service, mais je suis allée droit au but. « Papa, il y a un inconnu à l'étage. » C'est qui? L'expression de mon père se figea un instant. Puis il se mit à bafouiller l'air confus. « Oh zut, j'ai complètement oublié. Quel idiot je fais. J'avais oublié que tu rentrais aujourd'hui. » C'est un jeune homme qui vient de France. Il s'appelle Julien. Je lui loue ta chambre. Je suis restée sans voix. Ma chambre. Et apparemment, le contrat de location était encore en cours. La mémoire de mon père avait toujours été un problème, mais là, c'était vraiment inattendu. « Papa, je t'ai envoyé un message pour te dire que j'arrivais aujourd'hui. » L'air penaud, il a sorti son téléphone pour vérifier. Son visage s'est encore plus décomposé. « C'est vrai, c'est vrai. Désolée, ma chérie. J'ai tellement de travail en ce moment, je suis complètement débordée. Mais ne t'en fais pas, c'est un garçon très bien. Il partira dans quelques mois. » J'ai soupiré, mais un sourire m'est vite venu aux lèvres. J'étais habituée à ce côté distrait de mon père. Et puis, la maison était grande. Je pouvais simplement utiliser une autre chambre. « D'accord, je prendrai une autre chambre alors. » Mon père m'a gratifié d'un sourire reconnaissant. L'image de cet homme Julien s'enfuyant de la salle de bain m'est revenue à l'esprit. Sa panique était à la fois drôle et étrangement un peu touchante. Je l'ai trouvé peu viril, mais en même temps, cette sensibilité ne me déplaisait pas. À l'heure du dîner, mon père a appelé Julien pour nous présenter officiellement. Julien s'est incliné poliment pour me saluer. « Bonjour, je m'appelle Julien et je suis vraiment désolée pour ce matin. » Son norvégien hésitant et le lobe de ses oreilles encore rouges m'ont fait sourire. Je lui ai tendu la main. « Freya, en Norvège, ce n'est pas bien grave. Ne vous en faites pas. » Julien a serré ma main timidement avant de la relâcher aussitôt. Son attitude tendue me rappelait celle des nouvelles recrues le premier jour d'entraînement. Mon père, avec son humour habituel, a tenté de détendre l'atmosphère. « Voilà maintenant que vous vous connaissez, soyez à l'aise. Freya, tu peux utiliser la chambre d'amis à partir d'aujourd'hui. » « Ça te va ?» J'ai acquiescé. Puis je me suis tournée vers Julien et j'ai ajouté « Ma chambre vous plaît ?» Il a hoché la tête. « Oui, elle est magnifique. » La vue sur la forêt depuis la fenêtre est incroyable et je promets de rester discret pour ne pas vous déranger. Durant le repas, Julien s'est montré très courtois. Il échangeait parfois avec mon père sur la culture norvégienne et j'ai constaté qu'il avait des connaissances assez approfondies. Je suis restée principalement en retrait écoutant. Tout en répondant brièvement aux questions de mon père sur ma vie militaire, la question de mon avenir a refait surface dans mon esprit. Après le dîner, en transportant mes affaires dans ma nouvelle chambre, j'ai repensé à mes années dans les forces spéciales. Ces 3 ans m'avaient sans aucun doute rendue plus forte. Mais la direction à prendre restait floue. J'avais renoncé à mon rêve d'athlète, mais je savais que cette expérience combinée à la force acquise à l'armée me serait utile un jour. En contemplant le ciel nocturne d'Oslo par la fenêtre, une idée que je caressais depuis longtemps m'est revenue à l'esprit: parcourir le chemin de pèlerinage de Saint-Olaf. Les 643 km de la route de Gudbrandsdal jusqu'à Trondheim. Ce voyage figurait sur ma liste de choses à faire depuis des années. Maintenant que mon service était terminé et que ma condition physique était à son apogée, c'était le moment idéal pour me lancer. Je pensais que ce serait l'occasion de me poser de nombreuses questions et de trouver des réponses pour mon avenir. Le lendemain matin, j'ai parlé de mon projet à mon père. Comme toujours, il a respecté ma décision. C'est une excellente idée. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir en marchant. Julien, qui écoutait notre conversation à la table du petit déjeuner, a soudain eu les yeux qui brillent. Le chemin de Saint-Olaf, ce parcours est aussi sur ma liste de rêves. À cet instant, mon regard sur Julien a changé. Un jeune homme venu d'une culture si différente s'intéressait à un pèlerinage traditionnel norvégien. C'était inattendu. Il était être plus intéressant que je ne l'avais pensé au premier abord, même si l'image de lui paniqué sous la douche était encore bien présente. Qu'est-ce qui pousse un Français à s'intéresser à un chemin de pèlerinage en Norvège, ai-je demandé. Julien m'a expliqué qu'il souhaitait avoir une occasion de dialoguer davantage avec lui-même et de se mettre à l'épreuve. Ces mots ont piqué la curiosité de mon père. J'ai lancé sur un ton de plaisanterie, mais je marche plutôt vite, vous savez. Je ne suis pas sûre que vous puissiez suivre le rythme. Mon père a éclaté de rire et a tapé sur l'épaule de Julien. Il faut bien essayer pour savoir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et si je m'écroule, vous n'aurez pas besoin de m'aider, a répondu Julien avec une assurance qui m'a fait sourire. Contrairement à mes attentes, il ne manquait pas de confiance en lui.
J'avais parfois vu ce type de personnes à l'entraînement, ceux qui semblent fragiles au début mais qui tiennent jusqu'au bout. Bien sûr, il faudrait le voir à l'œuvre pour en être sûr. Dès le lendemain, nous avons commencé les préparatifs. Nourriture, équipement, carte information sur les hébergements, nous avons tout vérifié méticuleusement. Tandis que je me concentrais sur les aspects pratiques fortes de mon expérience militaire, Julien préparait soigneusement des documents sur l'histoire et la signification culturelle du chemin. Nos approches étaient différentes mais curieusement complémentaires. La veille de notre départ, mon père a organisé une petite fête pour nous. Il a préparé des plats traditionnels norvégiens et a prié pour notre sécurité. Julien, de son côté, nous a offert une bouteille de vin spécial qu'il avait rapporté de France, de sa région natale. En dégustant ce vin délicat, je me suis demandé ce que ce voyage avec cet inconnu me réserverait. Tôt le lendemain matin, nous sommes partis du point de départ près d'Oslo. Le temps de la mi-mai était parfait. Un vent frais et vivifiant soufflait et la nature était éclatante de vie. La première journée fut relativement facile. Nous avons parcouru une vingtaine de kilomètres sur un terrain principalement plat et sommes arrivés sans difficulté à notre premier gîte. Grâce à ma forme physique, je marchais avec aisance. Julien, quant à lui, semblait avoir du mal à réguler sa respiration au début, mais il a tenu bon. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'a pas demandé une seule pause. Il se contentait de boire de l'eau et de reprendre son souffle quelques instants avant de repartir en silence. Sa volonté était plus forte que je ne l'imaginais. Notre premier hébergement était une vieille ferme reconvertie en maison d'hôtes. Nous avons bénéficié d'un tarif spécial pour les pèlerins. Après le dîner, Julien a sorti son ordinateur portable et a commencé à consigner méticuleusement le trajet de la journée et ce qu'il avait vu. Moi, je me contentais de regarder le paysage par la fenêtre perdue dans mes pensées. Nos styles de voyage, déjà si différents, commençaient à se révéler. Dès le deuxième jour, les choses se sont corsées. Des pentes raides et un terrain accidenté nous attendaient. Pour couronner le tout, une pluie soudaine s'est mise à tomber. Je gravissais et descendais les sentiers de montagne à un rythme soutenu, mais Julien a commencé à prendre du retard. Quand je l'ai attendu, il m'a souri d'un air désolé. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant marché, j'ai du mal à gérer mon rythme, mais je n'abandonnerai pas. Ces mots m'ont fait, je ne sais pourquoi, un bien étrange plaisir. Finalement, nous sommes arrivés au deuxième gîte avec 2 heures de retard sur notre plan initial. Julien était trempé et visiblement épuisé, mais il n'a pas manqué de noter son journal de bord. Le voir sécher son ordinateur mouillé tout en tapant frénétiquement était assez amusant. Vous êtes obligé de tout noter comme ça chaque jour. Vous ne pouvez pas juste ressentir les choses. À ma question, Julien a répondu avec un regard sérieux. Je veux garder une trace de mes pensées et de mes émotions du moment. Je me souviens des grands événements de mon enfance, mais avec le recul, je réalise que j'ai oublié beaucoup de souvenirs précieux. Les émotions d'un instant s'envolent si facilement. Ces paroles m'ont fait réfléchir. J'avais toujours vécu en me concentrant sur le présent, mais il était vrai que beaucoup de moments s'étaient estompés dans ma mémoire. Mes souvenirs d'athlète, mes expériences à l'armée, faute de les avoir notés de larges pans, s'étaient effacés. Le 3e jour, nous sommes partis au lever du soleil. La pluie avait cessé et un ciel dégagé nous accueillait. Julien avait des ampoules aux pieds, mais il avançait en silence. J'ai utilisé les techniques de premiers soins apprises à l'armée pour soigner ses pieds. Julien, surpris, observait attentivement mes gestes. On vous apprend aussi ce genre de choses dans les forces spéciales. J'ai hoché la tête et lui ai raconté les moments les plus difficiles de mon entraînement, comment survivre dans un froid extrême, comment tenir une semaine avec des froids, rations limitées, comment bâtir la confiance avec ses coéquipiers. En parlant, les souvenirs de cette période me sont revenus avec une clarté nouvelle. Julien écoutait avec un intérêt sincère. Freya, vous êtes vraiment une personne forte. En France, pour être honnête, j'ai toujours évité les environnements stricts comme l'armée. Ces mots m'ont surprise. Il a continué. Pour des raisons de santé, ce genre d'entraînement m'était difficile. J'ai l'air en forme maintenant, mais enfant, j'étais très fragile à cause d'un asthme sévère. C'est peu être pour ça que j'ai toujours voulu me prouver des choses. Sa confession honnête m'a incité à m'ouvrir à mon tour. Je lui ai parlé de mes échecs en athlétisme, de mon désarroi après ma retraite et des vraies raisons qui m'avaient poussé à rejoindre les forces spéciales. En marchant sur le chemin du pèlerinage, nous commencions peu à peu à nous découvrir. Le 5e jour, nous sommes arrivés dans le premier grand village. Un marché s'y tenait et nous avons pu acheter des fruits frais et du pain. Julien a tenté de discuter avec les habitants dans son norvégien hésitant. C'était maladroit, mais son courage était touchant. Je l'aidais parfois à traduire. Ce soir-là, nous avons participé à une petite fête sur la place du village.
Il y avait de la musique et des danses traditionnelles et les habitants nous ont accueillis chaleureusement. Julien a essayé d'apprendre une danse folklorique norvégienne et ses mouvements gauches ont fait rire tout le monde. Pourtant, sa persévérance était impressionnante. Au bout d'une semaine, notre voyage avait trouvé son rythme. Nous partions tôt le matin, marchions jusqu'à l'après-midi et passions la soirée à discuter de ce que nous avions vu et ressenti. La gêne du début avait disparu et nous respections maintenant le rythme de l'autre. Julien essayait toujours de tout planifier à la minute près, heure de départ, pause heure d'arrivée prévue. De mon côté, je voyageais de manière beaucoup plus libre. Si une fleur sauvage au bord du chemin était jolie, je m'arrêtais pour l'admirer. Si une cascade apparaissait soudainement, je faisais un détour. Ces différences ont parfois créé des frictions. Le 10e jour, Julien m'a fait part de son mécontentement. Vous êtes beaucoup trop dans l'improvisation, Freya. On ne respecte jamais le plan. Aujourd'hui encore, nous sommes arrivés avec 2 heures de retard. Je comprenais sa frustration, mais j'ai aussi défendu ma façon de faire. Un voyage ne se déroule pas toujours comme prévu, Julien. Parfois, c'est en se perdant qu'on découvre de nouvelles choses. Ce soir-là, nous avons campé près d'une vieille église. Les étoiles brillaient d'un éclat particulier. Julien s'est assis à côté de moi et a dit calmement « En vérité, j'ai toujours vécu en suivant un plan. Les attentes de mes parents, les exigences de l'université, la pression sociale. J'ai toujours essayé de tout faire à la perfection. Alors parfois j'envie votre façon de vivre si libre. Sa confession m'a touchée et je me suis ouverte à mon tour. C'est tout le contraire pour moi. J'ai vécu sans plan et je me suis sentie perdue. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais l'impression de n'avoir nulle part où aller. Même les forces spéciales, c'était un choix fait un peu par hasard. C'est ainsi que nous avons commencé à comprendre nos différences. Au 15e jour de notre voyage, nous avions appris à tirer parti de nos qualités respectives. J'ai commencé à respecter le sens de l'organisation de Julien et lui a commencé à accepter peu à peu ma spontanéité. Le changement le plus remarquable fut sa condition physique. Lui qui peinait à faire 20 km au début pouvait maintenant en supporter 30. Chaque matin, il faisait les étirements que je lui avais enseignés et avait appris à économiser son énergie en marchant correctement. Sa progression était fulgurante. Le 21e jour, nous sommes arrivés au bord d'un petit lac près d'Eidsvoll. Ce jour-là, un coucher de soleil particulièrement magnifique se reflétait sur l'eau. Julien a voulu immortaliser la scène avec son appareil photo, mais la batterie était à plat à son grand désarroi. Je lui ai dit parfois c'est bien de graver les choses dans sa mémoire sans appareil. C'est comme ça qu'elles restent vraiment en nous. Julien a réfléchi un instant, puis a baissé son appareil. Nous nous sommes assis côte à côte et avons admiré le crépuscule. Soudain, il a dit « Freya, je suis vraiment heureux de faire ce voyage avec vous. Seul, j'aurais manqué tellement de choses. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Ce compagnon de route, qui m'avait d'abord semblé être un fardeau, était en train de devenir quelqu'un de précieux. Son sérieux, sa ténacité et son désir d'apprendre me semblaient de plus en plus séduisants. Ce soir-là, dans la tente allongée dans nos sacs de couchage respectifs, en regardant les étoiles à travers le toit, j'ai senti pour la première fois que mes sentiments pour Julien dépassaient la simple camaraderie ou l'amitié. Écouter sa respiration régulière me procurait une étrange sensation de paix. Je ne savais pas quand ces sentiments avaient commencé, mais une chose était sûre, je ne pouvais plus les ignorer. Après avoir parcouru la moitié du chemin, nous étions devenus des partenaires parfaits, comblant les lacunes de l'un et de l'autre. J'étais de plus en plus impatiente de découvrir ce que le reste du voyage nous réservait. Le 21e jour de notre pèlerinage, nous entamions les 100 derniers kilomètres. Le temps était parfait. Un soleil doux filtrait à travers les arbres et une brise fraîche séchait notre sueur. Julien était devenu un randonneur aguerri. Sa démarche maladroite du début avait laissé place à une assurance nouvelle. Observer sa transformation m'apportait une joie étrange. Ce jour-là, nous traversions une section escarpée des montagnes de Dovre. Après 2 heures de montée abrupte, nous avons amorcé la descente. La pente était raide et chaque pas exigeait de la prudence. J'utilisais les techniques de descente apprises dans les forces spéciales, avançant avec précaution. J'avais prévenu Julien. « Fais attention, il y a beaucoup de pierres et c'est glissant. Descends lentement. » Julien suivait mon conseil avec application. Mais à un moment d'inattention, une pierre a roulé sous mon pied. J'ai perdu l'équilibre et me suis tordu la cheville droite. Une douleur fulgurante m'a arraché un cri. Aïe, Julien, qui marchait derrière moi, s'est précipité à mes côtés. Il a évalué la situation et a immédiatement commencé les premiers soins. Il a sorti un bandage de son sac, a immobilisé fermement ma cheville et a appliqué sa gourde d'eau froide pour réduire l'enflure. Ses gestes étaient étonnamment sûrs. « Ça va, c'est juste une petite entorse », ai-je dit pour le rassurer.
Mais au moment où j'ai essayé de me relever, une douleur aiguë m'a transpercé la cheville. Julien a examiné mon pied avec une expression grave. C'était clairement plus sérieux qu'une simple foulure. Et nous étions au milieu de nulle part à au moins 5 heures de marche du prochain village. Laisse-moi me reposer un peu, ça ira. Il ne faut pas perdre de temps. Julien a secoué la tête en silence. Il a pris mon sac à dos et l'a empilé sur le sien. Son propre sac était déjà lourd. Avec le mien en plus, le poids devait être considérable. Pourtant, il n'a rien dit et a tout chargé sur son dos. Puis il s'est approché de moi et a dit calmement « Appuyez-vous sur moi, marchons doucement, ne forcez pas ». J'ai voulu protester, mais son regard déterminé m'a fait taire. Nous avons donc commencé à descendre lentement. Chaque pas était une torture, mais je m'appuyais sur l'épaule de Julien, avançant prudemment. Il adaptait son rythme au mien, vérifiant régulièrement si j'allais bien. Après environ 2 heures, la douleur à ma cheville s'est intensifiée. La sueur perlait sur mon front et j'étais à bout de souffle. Julien l'a remarqué et a proposé une pause. Assise sur un rocher en buvant de l'eau, je l'ai observé attentivement. Malgré le poids des 2 sacs, il ne se plaignait pas. Au contraire, il ne se souciait que de mon état. « Tu n'as pas mal ?» lui ai-je demandé. Julien a répondu par un sourire. La fatigue se lisait sur son visage, mais son sourire était chaleureux. Mon cœur s'est serré. Cet homme n'était ni un soldat d'élite ni un athlète, mais la force dont il faisait preuve à cet instant était plus admirable que celle de quiconque j'avais pu connaître. Après une courte pause, nous avons repris la route. Le soleil déclinait lentement, baignant la forêt d'une lumière dorée. En temps normal, j'aurais été émerveillée par la beauté du paysage, mais la douleur et la fatigue m'en empêchaient. Julien semblait lui aussi épuisé, mais il continuait d'avancer obstinément. « Et Julien, laisse mon sac ici. Je demanderai à quelqu'un de venir le chercher plus tard. » Il a secoué fermement la tête. « On a commencé ensemble, on finira ensemble. » Ce simple mot m'a laissé sans voix. En regardant son dos, un nouveau sentiment pour cet homme a surgi en moi. Sa force physique, son sens des responsabilités, sa chaleur, la véritable force que j'avais cherchée sans le savoir se trouvait en lui. Juste avant la tombée de la nuit, nous avons enfin atteint un petit village. L'aubergiste à l'entrée nous a accueillis avec surprise, visiblement impressionné par Julien et ses 2 énormes sacs à dos. Il nous a rapidement préparé une chambre et après avoir examiné ma cheville, m'a apporté de quoi la soigner. À peine dans la chambre, Julien a de nouveau inspecté ma blessure. Elle était très enflée et commençait à bleuir. Il a enveloppé ma cheville dans une serviette froide et a appliqué avec soin une pommade à base de plantes que l'aubergiste lui avait donnée. Ses gestes étaient doux et méticuleux. « Il faudra vous reposer demain. Si vous forcez ça, pourrait s'aggraver, hâté, il dit en me soignant. » J'ai acquiescé. La douleur était plus intense que je ne le pensais et je savais qu'il me serait impossible de marcher. Après avoir fini de s'occuper de moi, Julien est sorti chercher de quoi dîner. Il est revenu peu après avec une soupe chaude du pain et une tisane locale. Cette tisane aide à soulager la douleur, m'a-t-il expliqué. Sa prévenance m'a profondément touchée. Pendant le repas, nous avons parlé de la journée. Julien s'inquiétait pour ma cheville, mais mes pensées étaient ailleurs. Julien, merci beaucoup pour aujourd'hui. Tu as porté les 2 sacs sur ce chemin difficile sans jamais te plaindre. Il a souri un peu gêné. En fait, quand j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai l'habitude de marcher sans réfléchir. Quand le corps est fatigué, l'esprit s'éclaircit. Et aujourd'hui, comme je fatiguais mon corps pour quelqu'un d'autre, je me sens encore plus léger. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. À l'armée, je m'étais entraînée avec de nombreux hommes, mais je n'avais jamais ressenti une telle émotion. Les mots sincères de Julien avaient fini de faire tomber toutes mes barrières. Le lendemain, comme prévu, nous nous sommes reposés. Tôt le matin, Julien est allé chercher le médecin du village. Après examen, celui-ci a confirmé que ce n'était pas une blessure grave, mais qu'il me faudrait quelques jours de repos. Nous avons donc décidé de rester 2 jours de plus. Pendant cette période, Julien n'a pas quitté mon chevet. Il explorait le village et revenait avec des histoires intéressantes ou de la nourriture à partager. Nous avons parlé plus que jamais. Julien m'a raconté sa vie en France, sa famille, ses rêves, et je lui ai confié mes propres pensées sur mon passé et mon avenir. Le 3e jour, ma cheville allait beaucoup mieux. Le médecin m'a autorisé à marcher prudemment. Julien a insisté pour porter mon sac, mais j'ai transigé, nous l'avons allégé de moitié et j'ai porté le reste. Nous avons repris lentement le chemin du pèlerinage. À cause de ma blessure, notre rythme était plus lent, ce qui nous a permis d'observer plus en détail le paysage. Julien marchait constamment à mes côtés, vérifiant mon état et s'arrêtant quand c'était nécessaire. Sa sollicitude était le plus grand des réconforts. Lorsque nous avons entamé les 50 derniers kilomètres, nous étions devenus indispensables l'un à l'autre. La première chose que je faisais en me réveillant était de chercher le visage de Julien et sa présence était mon soutien tout au long de la journée.
Je savais désormais avec certitude que ce sentiment était bien plus que de l'amitié. Le dernier jour du pèlerinage, nous sommes arrivés sur une colline surplombant Trondheim. La vue de la ville au loin était grandiose. Je n'arrivais pas encore à réaliser que notre long périple de 643 km touchait à sa fin. Nous nous sommes assis au sommet de la colline pour regarder le coucher du soleil. Je n'aurais jamais cru que 31 jours passeraient si vite, a dit Julien. J'étais d'accord. La gêne de notre première rencontre avait disparu, laissant place à une complicité où les mots n'étaient plus nécessaires. Julien a doucement pris ma main. Elle était chaude. Freya, existe-t-il un plus long premier rendez-vous que celui-ci? Ce que j'ai préféré, c'était simplement marcher à tes côtés. Ces mots m'ont bouleversée. Les émotions que j'avais contenues ont déferlé. En le regardant dans les yeux, j'ai su qu'il était devenu une personne essentielle dans ma vie. Après le coucher du soleil, nous avons parcouru les derniers kilomètres. En marchant vers la cathédrale de Nidaros à Trondheim, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de ce voyage était Julien lui-même. J'avais commencé ce pèlerinage pour trouver une direction et j'y avais trouvé un amour inattendu. En arrivant devant la cathédrale, nous nous sommes regardés et avons souri. À la fin de ce long voyage, nous nous tenions simplement la main. Aucun mot n'était nécessaire. À cet instant, j'étais sûre de mon avenir et de la direction que mon cœur prenait. C'était un chemin à parcourir aux côtés de Julien. Nous avons pris une photo souvenir et reçu nos certificats de pèlerin. Julien a rangé précieusement le sien dans son sac en disant « Ce n'est que le début de notre histoire ». J'ai souri. Notre pèlerinage était terminé, mais un nouveau voyage ne faisait que commencer. Après la fin du pèlerinage, Julien et moi avons passé un mois de plus en Norvège. Nous avons voyagé dans la région d'Oslo en attendant que ma cheville soit complètement guérie. Julien organisait ses notes pour sa thèse, tout en me parlant de la France. Chaque fois qu'il décrivait sa ville Paris, ma curiosité grandissait. Un jour, Julien m'a proposé timidement « Freya, ça te dirait de venir en France avec moi? Je dois terminer ma thèse et je pense que ce serait une nouvelle expérience pour toi. » Sa proposition était soudaine, mais mon cœur savait déjà que je voulais être avec lui. Je n'ai donc pas hésité longtemps avant d'accepter. Mon père a respecté ma décision sans pouvoir cacher une pointe d'inquiétude. Finalement, j'ai quitté la Norvège et pris l'avion pour la France avec Julien. En arrivant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. L'agitation, les gens pressaient une langue et une culture inconnues, tout était nouveau et fascinant. Julien m'a serré la main pour me rassurer. « Tu t'habitueras petit à petit, je serai là pour t'aider. » Nous sommes arrivés à Paris et avons déposé nos affaires dans le petit appartement de Julien. C'était un espace modeste mais confortable. La vue nocturne depuis la fenêtre était radicalement différente de celle d'Oslo. La myriade d'immeubles illuminant le ciel était impressionnante. À partir de ce jour, j'ai commencé à m'adapter à la vie française. Le premier mois a été difficile. La barrière de la langue, la nourriture, les différences culturelles, tout me déstabilisait. Mais Julien était toujours à mes côtés. Il m'a tout appris des bases du français, à l'utilisation des transports en commun, en passant par la manière de commander au restaurant. Comme sur le chemin en Norvège, nous explorions ensemble une nouvelle voie. Au bout de 2 mois en France, j'ai commencé à m'interroger sur mon avenir professionnel. Rester une simple touriste me semblait être un gâchis. Julien avait repris ses études à l'université pour finir sa thèse, mais moi, j'avais toujours pas d'objectif. Un jour, il m'a proposé d'aller courir au bois de Boulogne. Il voulait que je lui apprenne les bonnes techniques. Courir après si longtemps a ravivé des souvenirs de ma carrière d'athlète. Mon corps était rouillé, mais les sensations étaient toujours là. En courant le long des sentiers, j'ai eu une révélation. Mon rêve d'athlète était terminé, mais mon expérience et mes connaissances restaient un atout. En enseignant à Julien, en voyant sa posture s'améliorer, j'ai ressenti une joie d'un genre nouveau. Ce soir-là, j'ai partagé mon idée avec lui. Et si je me lançais dans le coaching, enseigner mon expérience de l'athlétisme à d'autres, les yeux de Julien se sont illuminés. Il s'est levé, a pris son ordinateur et a fait des recherches sur la culture du running en France. Il m'a expliqué que l'intérêt pour la course à pied était en plein essor, mais que les occasions de recevoir un enseignement professionnel étaient rares. Un cours de course à pied dirigé par une ancienne athlète d'élite européenne, qu'en penses-tu? Tu pourrais mettre à profit ton expérience et offrir quelque chose de nouveau aux Français. Sa proposition était exactement la direction que je cherchais. Dès le lendemain, nous avons commencé les préparatifs. Julien a créé des comptes sur les réseaux sociaux et un site web simple. J'ai conçu les programmes de course et le contenu des cours. J'ai même ajouté des méthodes d'entraînement physique inspirées de mon expérience dans les forces spéciales. Nous avons commencé modestement
un cours pour débutants le week-end au Bois de Boulogne. Julien en a fait la promotion sur les réseaux sociaux et en a parlé à quelques amis. Seules 5 personnes ont participé à la première session. Je leur ai enseigné la bonne posture de course, les techniques de respiration, la gestion du rythme. Mon français était encore hésitant et Julien m'aidait à traduire, mais la démonstration par le corps était plus puissante que les mots. Étonnamment, les retours des premiers participants ont été extrêmement positifs. Ils ont amené des amis à la session suivante et nous étions 15. L'enthousiasme et le sérieux des Français pour l'apprentissage m'ont impressionné. Ils suivaient mes instructions à la lettre et posaient beaucoup de questions. Un mois plus tard, notre académie de course norvégienne a commencé à se faire connaître par le bouche à oreille. Le nombre de participants a dépassé la trentaine et nous avons étendu les cours à d'autres parcs et lieux. Julien était toujours là pour me soutenir jusqu'à ce que mon français s'améliore. Il n'était pas un simple traducteur, mais un partenaire avec qui je bâtissais ce projet. Le concept que j'avais développé, l'exercice avec une philosophie, a eu un grand écho. Il ne s'agissait pas seulement de bouger son corps, mais de trouver la paix intérieure et de surmonter ses propres limites. L'intégration d'exercices de renforcement mental appris dans les forces spéciales a également été une expérience nouvelle pour beaucoup. Grâce à Julien, qui, malgré sa prudence, était incroyablement efficace dans l'action, nous avons officiellement enregistré notre entreprise 3 mois plus tard et ouvert notre propre local. C'était un petit espace près du bois, mais nous étions ravis d'avoir notre propre camp de base. En semaine, je donnais des entraînements personnels au studio et le week-end des cours de groupe dans le parc. En m'habituant à la vie française, j'ai aussi connu de nombreux chocs culturels. Le rythme effréné de la vie urbaine, la culture de la compétition subtile, la complexité des relations humaines. Il y avait des aspects que j'avais parfois du mal à comprendre. Mais en même temps, la politesse, la prévenance, la ténacité et la passion des Français m'ont profondément touchée. J'ai été particulièrement marquée par la notion de lien. Julien m'a expliqué que c'était une connexion chaleureuse entre les cœurs. Au début, cela me semblait étranger, mais j'ai peu à peu compris. J'ai tissé des liens avec les membres de mes cours, dépassant la simple relation entraîneur-client pour former un véritable esprit de corps. 1 an plus tard, notre académie de course était devenue assez réputée à Paris. Plusieurs magazines en ont parlé et diverses entreprises m'ont sollicité pour des conférences. Mon français s'était considérablement amélioré et je pouvais désormais animer les cours sans l'aide de Julien. Pourtant, il est resté à mes côtés gérant avec moi tous les aspects de l'entreprise. À mesure que l'entreprise se stabilisait, notre relation s'est approfondie. Julien respectait toujours mes opinions et réfléchissait avec moi pour réaliser mes rêves. Il est devenu mon plus fervent supporter à chaque nouveau défi. Un partenariat que je n'aurais jamais imaginé lors de notre première rencontre en Norvège s'était formé. Le jour de nos 2 ans de vie commune en France, nous sommes partis en voyage sur la côte normande. En regardant la mer, nous nous sommes remémoré le chemin parcouru. C'est à ce moment-là que j'ai eu la certitude de vouloir passer le reste de ma vie avec cet homme. La tradition veut que l'homme fasse sa demande, mais je ne voulais pas être liée par de telles conventions. Alors que nous marchions sur la plage, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit « Julien, au début, je me suis moquée de toi, mais c'est toi qui m'as aidé à me relever. Maintenant, c'est à mon tour de te soutenir. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes ont rempli les yeux de Julien. Il m'a serré fort dans ses bras, sans un mot. Puis il a sorti une petite boîte de sa poche. À ma grande surprise, elle contenait une bague de fiançailles. Après m'avoir vue nue en premier, il fallait bien que tu me demandes en mariage la première, n'est-ce pas? Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. C'est ainsi que nous nous sommes fiancés. Notre mariage a été simple. Mon père est venu de Norvège et a partagé un moment chaleureux avec la famille de Julien. Nous venions de cultures différentes, mais le langage de l'amour était le même. Après notre mariage, nous avons continué à développer notre entreprise. Nous avons créé des programmes de formation officiels sous le nom d'Académie de course et ouvert plusieurs succursales. Au-delà de la simple course à pied, j'ai lancé des programmes de coaching spéciaux pour les membres souhaitant courir des marathons, des trails et même des ultramarathons. Chose incroyable, j'ai découvert un plaisir de courir que je n'avais jamais ressenti en tant qu'athlète. Sans la pression des records et des médailles, j'ai commencé à apprécier purement le processus de la course. J'ai transmis cette philosophie à nos membres et beaucoup ont trouvé un équilibre dans leur vie grâce à la course. Aujourd'hui, après 3 ans de mariage, nous vivons dans une petite maison en banlieue parisienne avec un jardin et de simples installations sportives. Notre quotidien est rythmé par une course matinale, ensemble, et un moment le soir, pour faire le point sur notre journée.
Vénus de cultures différentes, nous en créons une nouvelle, la nôtre. Et croyez-le ou non, nous prenons encore une douche ensemble 3 fois par semaine. C'est une façon de ne pas oublier nos débuts, de nous remémorer en riant ce premier moment gênant. Julien ne rougit plus, mais il a encore parfois du mal à me regarder droit dans les yeux. C'est cette pureté qui fait partie des raisons pour lesquelles je l'aime. Notre académie est aujourd'hui bien plus qu'une entreprise. C'est une communauté. Des personnes d'horizons divers s'y retrouvent pour courir ensemble, partager leurs histoires et grandir. Parfois, Julien et moi racontons notre histoire à nos membres de notre première rencontre dans une salle de bain norvégienne à notre nouveau départ en France, en passant par le chemin de Saint-Olaf. La semaine dernière, mon père est revenu nous voir en France. Il était si fier en voyant la communauté que nous avions bâtie. Et avec son humour habituel, il a dit finalement c'était une très bonne idée de louer ma chambre ce jour-là. Nous avons tous ri. Parfois, les plus belles choses de la vie arrivent sans qu'on les ait planifiées. Julien et moi savons maintenant pourquoi nous courons ensemble. C'est pas pour arriver plus vite à destination, mais pour savourer le chemin parcouru à deux. Notre amour, né d'une première rencontre dénudée, a traversé les 643 km d'un pèlerinage pour se transformer en un voyage d'une vie. Je le sais maintenant. Le véritable amour, c'est d'embrasser les faiblesses de l'autre et de grandir ensemble. Et la véritable force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans le courage de se donner entièrement pour l'autre.